20 janvier 1945, 23h47. Holzheim, Alsace. L'obscurité est un suaire glacé, un vide hurlant, où le vent siffle à travers les carcasses calcinées des fermes, portant l'odeur âcre de la cordite rance et du bois pourri, tandis que la neige fondue colle aux bottes comme une gangrène humide, alourdissant chaque pas dans la boue gelée des tranchées improvisées. Sergent-chef Ellis Harlan, 32 ans, les yeux injectés de sang par 3 nuits sans sommeil, est blotti au fond de son trou de renard. Un abri creusé à la hâte dans le sol argileux qui suinte l'eau noire. Son M1 Garand serré contre sa poitrine comme un enfant mort. Le métal si froid qu'il brûle les paumes calleuses, engourdi par le froid qui remonte des doigts jusqu'aux épaules en une vague de picotements insupportables. Vous sentez le poids de la terre effrité sur vos épaules, ce fardeau invisible qui écrase les poumons. Chaque respiration, un râle laborieux aspirant l'air saturé de diesel brûlé et de sueur aigre, tandis que le lointain grondement des obus allemands fait vibrer le sol comme un cœur affolé, secouant les parois du trou où des gouttes d'eau s'écrasent sur votre casque M1, rythmant l'attente infinie. Harlan essuie son visage barbu d'une main gantée de cuir craquelé, sentant la croûte de boue séchée se détacher en paillettes qui tombent sur sa veste kaki trempée, imprégnée d'une odeur de tabac froid et de peur primitive, celle qui noue les tripes comme un fil barbelé. Autour de lui, la 3e compagnie du 442e régiment d'infanterie, ces nisés américains, au visage tendu par l'épuisement, murmurent des prières en japonais mêlées à des jurons yankees. Leur Thompson SMG posé en travers des genoux, canon pointé vers le No Man's Land invisible où l'ennemi, la 708e division Volksgrenadier, prépare son assaut sous le couvert de la nuit alsacienne impénétrable. Le sergent Harlan ajuste sa position, ses genoux craquant comme du bois sec sous l'effort, le froid transformant ses muscles en béton armé, chaque mouvement une lutte contre l'inertie mortelle du corps qui supplie de rester immobile, de fondre dans la terre pour échapper au chaos imminent. L'air vibre soudain d'un bourdonnement sourd, comme un essaim d'abeilles enragées nichées dans les entrailles de la terre, et les premiers sifflements des Nebelwerfer perçant la nuit, ces orgues de Staline hurlant qui déversent leurs roquettes de 150 mm dans un crescendo apocalyptique, illuminant sporadiquement l'horizon d'éclats oranges qui meurent en traînées fumantes. Vous sentez la terre se soulever avant l'impact, une nausée ascendante qui vous plaque au sol, les tympans perforés par la concussion qui fait claquer les dents dans la mâchoire, tandis que des mottes de boue et de neige pulvérisées retombent en cascade, ensevelissant à demi les silhouettes recroquevillées de ces hommes. Privat Kowalski, toussant une glaire noire, son visage pâle luisant sous la lueur fugitive d'une explosion voisine. « Restez bas, bordel !» grogne Harlan d'une voix rauque, écorchée par la fumée, sa gorge sèche comme du papier de verre, projetant des postillons qui se figent en cristaux sur sa moustache. Les communications crachotent déjà dans le poste radio SCR 536, un grésillement parasite qui noie les voix. Contact perdu. Fumée partout. Avant que le silence ne s'installe, définitif, coupant la compagnie du bataillon comme un fil tranché net, isolant ses 24 hommes dans leurs poches de boue gelée face à l'inconnu rampant. La fumée arrive alors, un mur opaque et toxique libéré par les grenades à fumée allemandes, porté par le vent du nord qui fouette les visages exposés, s'infiltrant dans les narines comme un acide, brûlant les muqueuses, provoquant des larmes involontaires qui tracent des sillons salés sur les joues noircies. Harlan plisse les yeux, aveuglé par ce voile jaunâtre qui avale le paysage, transformant les ruines de Holzheim en un fantôme indistinct, les cheminées effondrées et les murs éventrés disparaissant dans cette brume artificielle lourde de phosphore et de produits chimiques qui irritent la peau, picotant comme 1000 aiguilles rouillées. Le bruit monte en réponse, un vacarme orchestral de la mort.
le cliquetis des chenilles de Panthers qui broient les gravats lointains, le ronflement étouffé des moteurs Maybach à 700 chevaux vibrant à travers la poitrine comme un marteau-piqueur, mêlé aux cris gutturaux des Fallschirmjäger sautant de leur Halftracks Son KFZ. 251, leurs bottes martelant le sol en un rythme tribal. Vorwärts, los, des ordres aboyés qui percent la fumée comme des poignards sonores. Vous entendez le froissement des uniformes Feldgros, le glissement des MP40 chargés à bloc, et plus proche, le pas lourd des MG42 qu'ils traînent, ces mitrailleuses de 7, 92 mm, prêtes à cracher 1200 coups par minute dans un hurlement de tornade d'acier. Harlan serre les dents, son pouls cognant aux tempes comme un tambour de guerre, la sueur froide coulant le long de son échine malgré le gel, son esprit luttant contre la panique qui murmure de fuir, de creuser plus profond, mais ses jambes refusent, ankylosées par l'adrénaline qui durcit les veines. Les minutes s'étirent en heures subjectives. Chaque seconde un étau qui comprime le thorax, tandis que les ombres se matérialisent dans la fumée. Des formes spectrales rampant à plat ventre, leurs casques Stahlhelm luisant faiblement sous les éclats intermittents des fusées éclairantes lointaines qui s'éteignent trop vite. Private Ramirez, à droite de Harlan, tremble violemment, ses doigts gelés crispés sur la crosse de son bar Browning Automatic Rifle, le poids de ses 20 livres semblant multiplié par 10 dans cette inertie paralysante, murmurant « Madre de Dios !» Ils sont là, sa voix brisée par la peur qui gonfle sa poitrine comme un ballon prêt à éclater. Harlan tend l'oreille, discernant le cliquetis métallique d'une grenade à main Mills 611 lancée à l'aveugle, qui roule dans la boue à 10 mètres, explose en une gerbe de shrapnel qui siffle comme des frelons enragés, arrachant un cri étouffé à un homme invisible. Un des leurs? Un Boche? Le sang chaud, giclant en vapeur dans l'air froid, odeur métallique se mêlant à celle de la poudre noire. Les communications sont mortes depuis 10 minutes, le radio-opérateur Yamamoto gisant inerte contre le flanc du trou, son poste fumant, une estafilade sanglante barrant son front, les yeux vitreux fixant le néant. Harlan fouille sa poche de poitrine, ses doigts engourdis butant sur un objet cylindrique oublié, une fusée éclairante, M17, un tube de 60 mm par mètre chargé de magnésium, reliquat d'un paquetage abandonné lors de la retraite de Turkheim 3 jours plus tôt, son fusible encore intact malgré la boue incrustée. Son cœur s'emballe, un dilemme viscéral le déchire. Lancer maintenant, révéler sa position et risquer un déluge de feu, ou attendre, laisser les Boches fondre sur eux dans l'ombre? Le temps se fige en une éternité de décision. Chaque battement de cils, une délibération tourmentée. Harlan visualisant les visages de sa femme à San Francisco, les lettres froissées dans sa vareuse, l'odeur de son parfum fané contre la puanteur ambiante, tandis que le bruit des ennemis se rapproche, 1 mètre par mètre, leur respiration haletante audible maintenant. Le cliquetis d'une baïonnette fixée sur un carabineur 98K raclant une pierre. Vous sentez la bile remonter, acide dans la gorge, les muscles des avant-bras tétanisés autour du tube froid qui semble peser 1 tonne, symbole dérisoire de survie face à la horde invisible comptant peut-être 200 hommes, soutenus par 3 panthères dont les tourelles KWK-42 pivotent dans l'obscurité, flairant la proie. Sergent, ils sont à 30 mètres. Chuchote Kowalski, sa voix un fil ténu, les yeux écarquillés comme des puits noirs, son Thompson tremblant dans ses mains moites. Harlan arrache le capuchon de sécurité d'un geste sec, le plastique se brisant net, exposant le percuteur. Ses poumons se vident en un souffle rauque, et dans ce vide suspendu, il pense à la moralité brute, tuer ou mourir, illuminé pour sauver, au prix de tout. Les pas ennemis crissent plus fort,
Une botte allemande s'enfonce dans la boue à 20 pas, le canon d'un MG-42 balayant l'air à l'aveugle. Et Harlan, d'un mouvement irréversible, fluide comme un ressort libéré malgré la raideur, brandit le tube vers le ciel étoilé, masqué par la fumée, tire le levier d'armement d'un pouce engourdi, clic métallique fatidique. La fusée s'élance dans un sifflement strident, perçant la nuit comme une comète vengeresse, son propulseur crachant une traînée de feu blanc qui illumine instantanément le No Man's Land en un jour spectral. Le magnésium pur de 100 000 candélas dévorant l'obscurité pendant 45 secondes éternelles, projetant des ombres gigantesques sur les ruines et révélant l'horreur. Une vague humaine d'une centaine de grenadiers en feld gros, rampant ventre à terre, leurs silhouettes déformées par les sacs à dos lourds de Panzerfaust, flanqués de 2 half-track fumants et d'un panthère à genoux dans une ornière, sa tourelle exposée, chenilles figées dans la boue. Plus loin, les servants d'un MG-42 se redressent en silhouette noire, leurs casques ronds luisant comme des crânes polis. Le temps s'arrête à nouveau, cette lumière crue figuant chaque détail dans un tableau infernal. Un officier SS hurlant un ordre, la bouche ouverte en un cri muet. Un jeune conscrit, les yeux emplis de terreur, armes ballantes, la fumée se dissipant en volutes tourbillonnantes, révélant leur position précise à moins de 50 mètres des lignes américaines. Harlan hurle dans le mégaphone de sa gorge écorchée. « Feu! Feu à volonté! Ouvrez le feu, les gars !» Sa voix se brisant en un cri primal qui galvanise les ombres dans les trous voisins, et le monde explose en réponse. Les M1 Garand crachent en premier, leurs 8 coups semi-automatiques de Man 30-06 déchirant l'air en aboiements secs. Bang, 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 perçant les torses exposés dans des geysers de sang rouge vif qui gèlent en gerbes sur la neige, tandis que le bar de Ramirez vomit une rafale soutenue de 600 coups par minute, le canon chauffant à blanc en une odeur de métal brûlant, fauchant une escouade entière qui s'effondre en un tas convulsif, membres tétanisés par la mort instantanée. Les Thompson des Nisei entrent en chœur, l'heure. 45 ACP grondant en un staccato rauque, ta-ta-ta-ta, pulvérisant les visages à bout portant pour ceux qui se redressent. Cervelle éclaboussant les murs en ruine, dans un brouillard rosâtre. L'odeur cuivrée du sang frais se mêlant à celle du plomb fondu. Du flanc gauche, le fin cal de la section de mitrailleuses lourdes, un M2HB sur affût bipied, rugit comme un dragon enragé, ses balles traçantes, zébrant la nuit en lignes incandescentes qui traversent le panthère comme du beurre, perforant la blindage frontal de 80 mm en étincelles monstrueuses, le réservoir de carburant s'embrasant en une boule de feu orange qui illumine les agonisants, leurs hurlements noyés par le vacarme. Vous sentez la chaleur de la déflagration lécher votre visage à 200 mètres, la peau se tendant comme sous un chalumeau, tandis que les obus de 65 000 mm des Sherman M4A3 en arrière-garde, alertés par la lueur, tonnent en salve coordonnée, leurs impacts soulevant des cratères béants qui engloutissent des groupes entiers, membres arrachés voletant comme des poupées désarticulées, le sol tremblant sous les ondes de choc qui vous projettent contre la paroi du trou, oreilles bourdonnantes d'un silence relatif ponctué de gémissements. L'attaque allemande vacille sous ce déluge impitoyable, les survivants se jetant à terre dans la boue luminescente, leur MG-42 ripostant en un hurlement suraigu qui fauche Private Kowalski d'une rafale en travers de la poitrine, son corps se cambrant en un spasme rigide avant de s'affaisser mollement, le sang bouillonnant de sa poitrine ouverte fumant dans l'air froid, Harlan hurlant son nom dans un déni rauque, rampant pour le secouer, sentant la chaleur tiède du sang imbiber ses genoux. Mais la fusée persiste, son éclat impitoyable exposant chaque mouvement ennemi, permettant aux artilleurs du 522e Field Artillery Battalion, contactés par un coureur de dernière minute,
de calibrer leur 105 mm Howitzer M2A1 en une barrage précis, les obus Airburst explosant à 10 mètres au-dessus des têtes allemandes en gerbes de shrapnel qui taillent dans les rangs comme une moissonneuse démoniaque. Chairs lacérées en lambeaux pendants, hurlements individuels se fondant en un chœur d'agonie avalé par les détonations. Le panthère en feu recule en grinçant, ses chenilles patinant dans la gadoue, avant qu'un second obus ne le frappe au flanc, la tourelle se détachant dans une explosion cataclysmique de carburant et d'ameaux, envoyant un nuage de débris incandescents qui pleuvent comme une averse d'enfer, obligeant les half-track à faire demi-tour dans un chaos de moteurs hurlants et d'hommes fuyants, abandonnant leurs armes dans la panique. Les dernières secondes de la fusée s'étirent en une agonie lumineuse, Harlan fixant l'illumination déclinante, son esprit fracturé par le spectacle, une douzaine de Boches survivants rampant en retraite, dos voûté, laissant derrière eux un tapis de corps inertes tordus dans des postures impossibles, uniformes déchirés révélant la pâleur des ventres,